Veillées africaines ou l'art du récit initiatique, au cœur des origines de l'humanité, le conte était de tradition orale. Par ce moyen, on peut dire que le conte était un mode de transmission mémorielle avant l'apparition de l'écrit. Par un processus de mémorisation spécifique et par son interprétation, le conte appartient de manière universelle à la forme d'un récit qui renseigne sur l'histoire culturelle et sociale tout en donnant à réfléchir à une problématique humaine qui est riche d'enseignements. Cette disposition orale et métaphorique devient la construction d'une pensée, ou plus exactement d'un raisonnement, tout en s'appuyant sur la dynamique narrative du réel et de l'imaginaire. Ainsi, par cette combinaison littéraire, le conte fait partie de la mémoire historique et culturelle. Pour le conteur, l'interprétation est parfois si grande que les analystes attribuent au conte un caractère profane. À travers le conte, on souhaite transmettre un savoir, mais c'est le principe narratif, quelquefois transversé à l'extrême, qui donne sa validité au récit. En ce sens, le conte laisse au locuteur une liberté d'expression suffisamment ample pour occuper une place décisive. On peut dire que le conte est aussi la transposition d'un phénomène social à travers le mécanisme d'un jeu qui tente à enseigner, à amuser, à faire réfléchir. C'est cette articulation entre le réel et l'imaginaire, ouvrant un espace du possible qui caractérise le conte. Ainsi, on pourrait dire que la conclusion du conte est le début d'une vérité, d'un savoir, d'un fait sociologique ou historique. Cette dramatisation de l'énoncé apporte au conte deux fonctions, une valeur illustrative et une valeur d'archivage ou de mémorisation. Ainsi, le conte possède un rôle d'éducation car la toile du récit, ainsi inventée, permet une appropriation de valeurs morales, sociales, une réflexion sur une problématique nouvelle ou ancienne. Le caractère fictif du conte permet de mettre à distance l'implication humaine que chacun peut ressentir. L'utilisation des animaux de la faune, représentation irréelle de la nature humaine, en est un parfait exemple. Amadou Eliman Khan, préface de l'œuvre Veillées africaines. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure du cycle des conférences organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Depuis maintenant 3 années, la Fondation, par le biais de cette initiative, veut briser le silence du désespoir, mettre des paroles sur les sons, ajouter des sons aux paroles, en rassemblant et en outillant les actrices et les acteurs de la démocratie à l'effet de les aider à penser en commun, à se projeter dans un horizon ouvert et libre et à se mettre en réseau pour agir. Pour rappel, la Fondation de l'innovation pour la démocratie est une organisation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles de démocratie qui sont inscrits dans l'histoire, dans les cultures et les territoires africains. Pour cela, la Fondation se base sur différents partis pris que sont l'intelligence collective, l'implication des jeunes, des femmes et des diasporas, la recherche autour des savoirs et des pratiques endogènes et le réarmement de la pensée, chantier auquel contribue ce cycle de conférences qui dure toutes les 2 semaines jusqu'au mois d'octobre. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la professeure Ndeye Assoundiaye, maîtresse de conférence, titulaire en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop. Astou Ndeye Ndiaye axe principalement ses recherches sur le terrain africain dans le domaine des politiques publiques, des féminismes, de la démocratie en Afrique, d'identité des savoirs, des modèles d'éducation en Afrique, du dialogue entre art et politique. À la modération, le docteur Hicham Akon, coordonnateur des labos oriental et central de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, est très connu du monde universitaire africain et par-delà en tant qu'enseignant-chercheur associé. Son expertise en matière de droit, notamment en droit économique international, droit international des investissements, droit économique international, droit de la concurrence, ne souffre aujourd'hui d'aucun doute. Un véritable touche-à-tout, les compétences du docteur Hicham Akon intègrent avec égal brio les domaines entre autres du politique, du civisme et de la citoyenneté. Docteur Hicham Akon a fait paraître aux éditions Lamartine en 2017 Le Cameroun à la croisée des chemins,
vers le développement, les 3 défis de l'émergence. En 2018, le leadership en Afrique, un essai de philosophie publique sur le développement. En 2020, un petit roman intitulé Oasis blanc, désert noir, voyage au cœur du mirage sud-africain. En avril 2021, décoloniser la pensée africaine de l'économie, trajectoire épistémologique, itinéraire théorique et pratique. Et en juin de la même année, un navire dans la tourmente, chronique de la vie politique camerounaise de 2010 à 2020. C'est lui qui nous aidera aujourd'hui, Madame, Messieurs, à entretenir un cormèse d'idées avec l'intervenante autour de la thématique que je cite, Matrice des valeurs démocratiques africaines, parole, délibération et transmission dans l'œuvre Veillées africaines. Madame, Messieurs, je vous invite à vous installer confortablement pour 1h45 de conférence en compagnie de nos 2 invités qui conduiront la suite de la rencontre. D'ici là, dites-nous dans le chat depuis quel pays vous nous suivez et je passe la parole au docteur Richard Macon pour faciliter la suite des échanges. Merci. Merci infiniment, Guy. Bonsoir à l'ensemble des participants de cette édition du cycle de conférences de la Fondation de l'innovation pour la démocratie et un bonsoir tout particulier à Astou, celle qui est le prétexte de ces salutations et qui nous fait l'honneur de nous recevoir intellectuellement ce soir à l'occasion de ces agapes de la pensée dans le cadre du cycle de conférences de la Fondation. Astou, Madame la professeure Astou Ndiaye est agrégée de sciences politiques. Elle est fraîchement sortie brillamment du concours d'agrégation CAMES de 2025, qui l'a donc adoubé et élevé au grade de maîtresse de conférence en sciences politiques. Madame la professeure est enseignante, chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre d'une pluralité de sociétés savantes et de laboratoires de recherche. Ses domaines de compétences sont variés. Elle s'intéresse aux politiques publiques, elle s'intéresse aux politiques comparées, aux gender studies. Elle s'intéresse à la sociologie des conflits, à la sociologie politique. Elle dispense donc une pluralité d'enseignements dans les universités africaines depuis 2015 sur les politiques publiques, depuis 2014 sur les politiques comparées, depuis 2016 elle est titulaire de cours sur les gender studies, depuis 2019 elle enseigne le cours particulier sur l'Afrique dans le monde. Depuis 2019, elle dispense l'enseignement art et politique et depuis 2018, elle est titulaire de l'enseignement de sociologie des conflits. Madame la professeure Astou Ndiaye a publié une pluralité de réflexions. Je vais en citer quelques-unes de ces publications. On peut commencer par les ouvrages et les dossiers scientifiques. Je peux évoquer pratiques islamiques, ressources culturelles et droits des femmes en Afrique subsaharienne. Dans les notes africaines de l'Institut fondamental d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop, le numéro 219, publié en 2024. Madame la professeure a publié le nouvel élan des luttes féministes et leur puissance transformatrice dans le cadre des actes du colloque en maths dans Soko, Afrique, intitulé Afrique-Europe, Libération, Souveraineté, Solidarité, le champ des possibles, publié en 2022. Madame la professeure a publié Diaspora et politique, la participation électorale des migrants aux élections présidentielles au Sénégal,
publié dans l'État africain et sa diaspora face à la mondialisation, la nation dans l'entre-deux. C'est paru dans l'ouvrage collectif dirigé par les professeurs Paul-Elvic Bachom et Patrice Mouti Mundunga en 2021. Parmi la vingtaine d'articles scientifiques publiés dans des revues de référence, on peut utilement évoquer le cheminement de la gestion des affaires d'État, dissertation de la culture du secret dans l'administration au Sénégal. Ça a été publié en 2025 dans la revue béninoise de sciences politiques. On peut aussi évoquer regards socio-historiques sur les contradictions positionnelles et présentielles des Burkinabés et des Sénégalais dans la politique. Ça a été publié dans la revue africaine de sciences politiques en 2024. On peut souligner aussi cette intéressante publication, l'inobservance des déplacés environnementaux, un défi géopolitique émergent en Afrique de l'Ouest. C'est paru dans la revue Annales africaine en 2024. On peut aussi évoquer finance et genre en Afrique, entre résilience endogène et logique néolibérale. C'est paru à la revue africaine de sciences politiques en Afrique du Sud en 2023. Pourquoi ne pas aussi s'attarder sur cette autre publication? Le pouvoir de la religion en Afrique, absence de modernité et de rationalisation, ou dynamique transformationnelle de l'État au Sénégal. C'est paru à la revue africaine des sciences administratives, juridiques et politiques de l'université de Ouagadougou en 2023. On peut aussi s'attarder sur la laborieuse conception de la citoyenneté africaine autour des concepts d'ethnicité et d'identité culturelle. C'est paru à la revue béninoise de sciences politiques, son volume 05 de 2021. On peut lister comme ça des dizaines et des dizaines d'articles sur des sujets extrêmement divers en lien avec les sciences politiques, les études internationales et les études stratégiques. Je pense qu'il est important quand même de souligner que Madame la professeure est conférencière, une conférencière de renom qui a participé à une pluralité de colloques, de conférences et de symposiums. On peut évoquer cette communication dans le panel de la conférence organisée par la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop du 24 janvier 2026, intitulée « Le corps en période de conflit, la femme comme butin de guerre ». On peut noter aussi cette belle communication délivrée avec sa collègue et aînée scientifique, Madame la professeure Nadine Machikou, la performativité démocratique en Afrique au miroir de l'exemple sénégalais. C'était à l'occasion d'une conférence à l'université Gaston Berger du Sénégal. On peut aussi évoquer cette importante communication qui est d'ailleurs en cours de publication par la Fondation de l'innovation pour la démocratie dans le cadre du symposium international organisé par le laboratoire Art Côtier Central de la Fondation à Kigali en janvier 2025. Le titre de la communication était « Théorie et pratique des droits de l'homme en Afrique entre l'aide des Lumières et logiques d'adaptation et de réinvention ». On peut évoquer les instruments juridiques et les constructions sociales dans la protection des minorités au Sénégal, l'exemple des personnes vivant avec un handicap. Ce qui m'impressionne particulièrement chez Madame la professeure Ndeye Aspoundiaï, c'est son interdisciplinarité, c'est sa polyvalence, c'est son ouverture d'esprit et sa vive curiosité. Outre les politiques publiques, la sociologie politique, les politiques comparées ou encore la sociologie des conflits, Madame la professeure a publié aussi des romans.
On peut évoquer une toile qui ne brille pas pour l'amour en 2025, des nouvelles comme une condition en 2021, ou encore le recueil des contes sur les imaginaires africains, intitulé Veillée africaine en 2024, qui a pour une large part influencé le thème de sa communication de ce jour. Voilà présenté en quelques lignes, mais pas de façon exhaustive, Madame la professeure Ndeye Aspoundiaï, maîtresse de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'aurais pu revenir sur son activité de consultance, mais cela pourrait se faire dans une autre occasion. C'est donc avec un immense plaisir que nous la recevons cet après-midi dans le cadre du cycle de conférence 2026 de la Fondation de l'innovation pour la démocratie autour du thème Matrice des valeurs démocratiques africaines, parole, délibération et transmission dans l'œuvre les veillées africaines. Je repasse la parole à celui qui assure avec brio la coordination technique de ce programme, Guy, qui va certainement laisser place à notre intervenante du jour, Madame la professeure Ndeye Astou Ndiaye. Merci beaucoup. Merci, docteur Richard. Quoi de plus merveilleux pour entamer cette belle conférence en compagnie de notre cher Astou. Alors, Astou, je te passe la parole, nous te passons la parole. Nous te faisons toute la place pour ta si belle conférence. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour débriefer, échanger et surtout débattre sans se battre. À tout à l'heure, Astou. Merci beaucoup, Guy. Merci, Richard. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui avec vous et avec tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Permettez-moi juste de commencer par des remerciements. Je remercie la Fondation de l'innovation pour la démocratie avec à sa tête le professeur Achille Mbembe, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait à travers cette fondation-là, pour la cause africaine, panafricaine, devrais-je dire. Et je remercie aussi, bien entendu, Richard d'avoir accepté de modérer cette conférence. C'est presque naturellement que ça s'est fait. Et bien entendu, toi, Guy, qui coordonne avec brio cette activité. Je pense que la dernière fois qu'on avait fait ce genre d'activité avec la Fondation, c'était avec ma collègue, la professeure Marie Boca, la collègue et sœur, et puis Gilles Yabi de Wati, de think tank Wati, notamment concernant l'ouvrage de notre collègue Kako Nabuko. Et donc, c'est vraiment avec plaisir que je reviens ici cette fois-ci, non pas comme modératrice ou panéliste, mais comme conférencière. Mesdames et messieurs, je vous remercie aussi d'être là. Vous me permettrez, avant de commencer cette conférence, de poser une question plus ou moins provocatrice que je me pose très régulièrement, c'est-à-dire où commence la démocratie africaine? Quand je dis où commence la démocratie africaine, c'est en termes de lieu, c'est en termes de temps aussi. Donc, commence-t-elle avec l'introduction des constitutions coloniales, avec les désindépendances de 1960, la vague d'indépendance, avec les conférences nationales et le multipartisme des années 1990. Ça peut nous faire penser aussi aux périodes de transition en bonne et en bon politiste. Donc, ou bien elle commence, cette démocratie africaine-là, si elle existe, dans l'espace circulaire de la palabre. Ce sont mes interrogations. Dans la cour familiale, dans les rites initiatiques, mais aussi dans la veillée nocturne, où la communauté se raconte, se juge, se pense. Pourquoi veillée africaine? D'abord, j'ai longtemps réfléchi sur un moyen de communiquer avec des plus jeunes sur qui on est, sur la démocratie. Et ça a dépassé le cadre scientifique. C'était plus ou moins idéologique, mais aussi artistique, on va dire. Et quand j'ai écrit ces contes-là,
je les ai envoyés à un ami, mais aussi à un frère, un grand frère, un papa, le professeur Mamadou Diouf. Et je lui ai dit, ben, que penses-tu de tout ça? Il a lu, il m'est revenu en me disant, il faut publier. Mais par contre, change le titre. Parce qu'au départ, c'était pas Veillées africaines. Veillées africaines, le titre, on l'a eu grâce à Mamadou Diouf. Mais Veillées africaines, moi, ça me va. Je lui ai dit, bah, je ne réfléchis même pas. Et du coup, je me rappelle même plus de l'ancien titre que j'avais pour ces comptes-là. Donc, j'ai mis de suite Veillées africaines. Je lui ai renvoyé. Il m'a dit, bah, publie, ne me renvoie même plus, publie. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça c'était aussi intentionnel, avec la maison d'édition Renaissance africaine qui est très panafricaniste, dirigée notamment par le préfacier Amadou Elimane Kane, qui est aussi un aîné, un ami. Donc pour revenir à cette question-là, où commence la démocratie africaine? J'ai donné des temps différents, donc les constitutions coloniales, les indépendances, les conférences nationales, ou bien plutôt dans la cour familiale, les rites, entre autres. Donc ça avait une dimension historique, pas parce que je l'ai envoyé à Mamadou Diouf, hein, qui est historien, mais cette question, en fait, outre cette dimension historique, avait aussi une dimension épistémologique pour moi parce qu'elle interrogeait le lieu à partir duquel nous pensions la démocratie en tant que politistes. Et de là, il y a un problème qui part. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une généalogie tronquée de la démocratie africaine ou de la démocratie en Afrique? Quand on dit de généalogie, on parle de ses naissances, de tout ce qui justifie justement la démocratie en Afrique en termes d'appartenance, etc. Donc, je me suis posé la question dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas une généalogie tronquée finalement? Et pendant longtemps, la science politique, surtout africaniste, a implicitement situé le commencement de la démocratie africaine dans l'importation des formes institutionnelles modernes de démocratie, c'est-à-dire la constitution, la séparation des pouvoirs, les élections, le pluralisme partisan, etc. Et c'est dans ces avancées, c'est avec ces avancées-là euh, qu'on juge ou qu'on mesure la démocratie d'un État ou d'un État ou d'un autre. Et cette perspective, qui est profondément marquée par les traditions libérales, mais aussi néo-institutionnalistes, repose sur une équation implicite, c'est-à-dire euh, toujours en devenir, toujours en rattrapage, je parle de l'Afrique concernant la démocratie. Et cette lecture a produit aussi des travaux majeurs sur les transitions politiques. Les transitions politiques nous parlent bien, nous politistes, et surtout politistes africanistes, dans la mesure où, après, on est parti sur la transitologie, sur la consolidologie, entre autres. Et à un moment donné, pour les politistes, je dis bien, pour les historiens, c'est plutôt une histoire de cycle démocratique. Et on se pose la question de savoir, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Afrique, on n'arrive pas à parler de démocratie tout court? Et les démocraties nationales, les alternances, les consolidations démocratiques structurent aujourd'hui des décennies d'analyse. Il y a eu une foultitude de publications dans ce sens-là. Mais elles reposent quasiment toutes, ces publications, sur un présupposé. Et ce présupposé-là, c'est la démocratie serait d'abord une architecture juridique. J'espère que mon ami Richard, mon ami et frère ne m'en faudra pas. Donc, on parlera toujours d'une architecture juridique concernant la démocratie. Au vu de tout ce que j'ai cité au départ, séparation des pouvoirs, élections, etc., etc. Mais cette hypothèse pose un problème. En tout cas, me pose moi un problème. Donc, d'une part, elle confond formalisation et genèse, alors que j'ai parlé de généalogie. Et puis, d'autre part, elle reconduit une hiérarchie implicitement des savoirs qui fait de l'Afrique un espace d'application plutôt qu'un espace de production, de pensée, donc un espace de praxis
et surtout d'essais, comme un laboratoire en quelque sorte. Et ça me permet de parler d'Achille Mbembe, cette fois-ci, non pas comme le directeur de la fondation, mais comme professeur d'histoire, politiste notamment, qui nous rappelle que la post-colonie ne peut être comprise à partir des seules catégories occidentales du pouvoir. Et ça me fait penser à lui, mais aussi à Paulin Otunji, pardon, que j'ai redécouvert dans mes lectures, autrement, à travers notamment un autre philosophe sénégalais, Badondoy, qui m'a permis de le voir autrement. Puisque Paulin Otunji a appelé à rompre avec la logique d'une Afrique, objet de théorie, pour en faire un sujet de producteur de savoir. Et c'est cette dimension de production de savoir qui m'a très tôt intéressée et qui m'a poussée aussi à penser à produire ce recueil de contes qui dépasse le cadre littéraire, tout simplement, à mon sens. Mais au-delà de ces deux auteurs aussi, j'aurais pu citer beaucoup d'autres. Valentin Yves Mudimbe, par exemple, dans L'invention de l'Afrique, qui montre comment le continent a été constitué comme objet discursif. Finalement, ils se retrouvent quasiment tous. Et Valentin Yves Mudimbe, j'aime bien m'arrêter sur lui parce que, en réalité, j'avais cette dimension-là, il y avait en moi cette dimension-là d'étudier l'Afrique autrement, de façon décoloniale, je peux dire, voire postcoloniale. Mais c'est quand je l'ai rencontré en 2011, présenter la bibliothèque coloniale. Et c'est même à cette occasion-là que je rencontrais pour la première fois le professeur Achille Mbembe, je me suis d'abord dit que j'allais, en tant qu'étudiante en ce temps-là, euh, me voir autrement. J'avais pour ambition de faire des recherches, mais je me suis dit, bah, il faut que je creuse cette bibliothèque coloniale, il faut que je creuse aussi toutes ces dimensions en fait philosophiques d'une Afrique qui cherche et qui se cherche, en tant que, encore une fois, espace de production de savoir. Et la question devient inévitable concernant aujourd'hui la démocratie. Et si la démocratie africaine ne commençait pas avec l'État moderne? Autrement dit, quid ante, que se passe-t-il avant la constitution écrite, avant l'élection, avant l'État? On a osé se poser la question concernant d'autres territoires occidentaux, mais pourquoi pas pour l'Afrique? Puisque quand on parle de constitution écrite, on peut aussi parler de constitution coutumière. C'est bien le cas de la Grande-Bretagne. Et ça gêne personne. Et d'autres zones aussi, d'autres espaces, ça gêne personne. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on convoque toujours cette problématique de non, c'est pas écrit, ça a été une tradition orale, etc., etc. Au-delà de l'oralité peut être aussi écrite. Et je pense que c'est ce qui se fait de plus en plus, et avec notamment une sorte de traduction au sens de la tour des savoirs de l'Occident vers l'Afrique, mais aussi idem de l'Afrique vers l'Occident et vers d'autres espaces aussi. Donc, déplacer aujourd'hui les archives du politique. Déplacer les archives du politique nous permet de nous poser cette question, c'est-à-dire déplacer le regard vers des archives qui sont non institutionnelles, qui sont non juridiques du politique, et donc vers des espaces souvent considérés comme pré-politiques. C'est la famille élargie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi la palabre, c'est aussi les rites, c'est aussi les traditions narratives, mais aussi les contes. Et je suis passée par les contes. Donc, parce que les sociétés ne se comprennent pas uniquement à travers leurs institutions, mais aussi à travers leurs récits, qui donnent sens à l'action collective. Et je reviendrai à l'importance de cette action collective, au nous inclusif. Donc, les récits ne sont pas de simples divertissements. Ils sont des dispositifs de configuration du social. Ils produisent des normes, des attentes, des jugements, mais aussi ils organisent l'expérience du pouvoir, de la justice et du vivre ensemble.
pour ne pas dire encore une fois action collective. Et c'est dans cette perspective que je propose d'analyser ce que Richard Macon a introduit tout à l'heure, c'est-à-dire matrice des valeurs démocratiques africaines, parole, délibération et transmission à partir du recueil de contes Vées africaines. Je ne reviendrai pas sur chaque conte, j'en citerai quelques tout à l'heure, et peut-être si on a le temps, je prendrai un extrait d'un conte au hasard, c'est pas au hasard pour être franche, c'est un conte qui me rappelle tout simplement celle que je suis particulièrement. Si on a le temps, j'y reviendrai. Mais dans tous les cas, je commencerai par dire que Vées africaines, et même lire Vées africaines comme une simple œuvre littéraire, serait passé à côté en fait de sa portée ou en tout cas de son objectif profond, mais aussi réel. Puisque l'objectif n'était pas seulement artistique, esthétique, c'était plutôt aussi politique et même engagé. Donc je propose une autre hypothèse. Et l'hypothèse autre que je propose, c'est qu'il s'agit d'un texte politique, d'une archive morale du gouvernement des hommes et des femmes, mais aussi d'un répertoire de normes de vivre ensemble, un espace de transmission des valeurs collectives. Et cette hypothèse, voire cette perspective, va s'inscrire dans un courant de pensée pour lequel les récits ne relèvent pas du tout uniquement, devrais-je dire, du registre culturel ou littéraire, mais plutôt participerait pleinement à la constitution du politique. Et le récit apparaît comme un dispositif de mise en forme du monde social. Ce récit, en fait, va aussi ordonner l'expérience collective, va structurer la mémoire commune, mais aussi va rendre intelligibles les normes qui régissent la vie collective. Autrement dit, la narration ne se contente pas de refléter l'ordre social. Elle contribue aussi à le produire, d'une part, mais aussi, d'autre part, à le stabiliser, à le rendre stable. Et dans cette optique, la politique, vous allez beaucoup entendre parler de politique, défaut on va dire, déformation professionnelle, mais aussi on parle bien entendu de démocratie. Donc on ne peut pas passer à côté du politique, de la politique. Et donc la politique ne peut être réduite à un ensemble d'institutions ou de procédures. Elle va se déployer d'abord dans un des espaces symboliques où les communautés racontent leur passé, interprètent aussi leur présent, mais aussi se projettent dans l'avenir. Et les récits constituent des matrices d'intelligibilité du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils donnent sens aux hiérarchies, légitiment aussi certaines formes d'autorité ou rendent pensables les formes de coopération ou encore de conflit. Et quand je dis coopération, conflit, on peut bien entendu penser à cette normalisation du conflit. J'y reviendrai tout à l'heure, avec notamment Chantal Mouffe, entre autres. Et la force configurante maintenant du récit va résider précisément dans sa capacité à relier les expériences diversifiées en une trame cohérente. Et donc en produisant des cadres d'interprétation qui sont partagés. Et ce récit-là contribue à façonner des imaginaires collectifs bien entendu, à partir desquels les institutions deviennent possibles. C'est-à-dire que les normes politiques ne surgissent jamais d'un vide réel, culturel, elles prennent appui sur des horizons de sens, mais aussi des horizons de sens qui sont préexistants, constitués de symboles, de valeurs, mais aussi de représentations du monde. Et par ce fait, les institutions vont apparaître moins comme des créations ex nihilo, je disais tout à l'heure, ne naissent pas d'un vide, que
comme une cristallisation, ou devrais-je même dire des cristallisations historiques. Des cristallisations historiques de signification déjà présentes dans le tissu social que nous, Africains, nous connaissons bien. Donc, lire les récits comme des ressources politiques va revenir à reconnaître que la formation du politique commence bien avant la formalisation juridique. Donc, dans les univers narratifs où se construisent des catégories de juste, mais aussi de la légitime, sans oublier le commun. Donc, ex nihilo, nihilo fit. Rien ne naît de rien. Et la thèse que je défends est la suivante. Les contes de veillées africaines constituent une matrice anthropologique des valeurs démocratiques africaines. Et j'insiste sur le terme matrice. Une matrice n'est pas un modèle, elle n'imite pas. Par contre, elle engendre. Elle désigne l'ensemble des conditions culturelles, morales, symboliques qui rendent possible l'émergence d'un phénomène, en l'occurrence ici, l'émergence de la démocratie. Et elle s'inscrit dans un substrat culturel antérieur, la démocratie dont on parle. Et ce qui veut dire que les contes participent de ce substrat. Et ils transmettent des normes de justice, des pratiques de délibération, des modèles de leadership. Mais pas seulement. Ils transmettent aussi, ces contes, des conceptions du bien commun. On parle beaucoup de collectif, de commun, d'ensemble, de société. Et on va revenir après sur le pourquoi. Ils proposent ce qu'un philosophe de la justice sociale, que j'aime beaucoup, John Rawls, appellerait une culture politique préalable. Culture politique préalable, puisque de là, un élément fondamental va mériter d'être souligné. Veillée africaine a été intégralement aussi traduit en Wolof dans le même ouvrage qui est là, dans le même contenu. Et ce geste linguistique n'était pas anodin. Il est profondément aussi politique. Profondément politique parce que Nyungi Wachongo nous rappelle que la langue est un lieu de production du monde. Ainsi, traduire, ce n'est pas seulement transposer des mots, c'est réinscrire la pensée dans son territoire culturel. La langue devient ainsi une infrastructure du politique. Et cette traduction, en fait, du Wolof, je disais tout à l'heure que ça a une dimension politique, parce que tout simplement, je me suis dit, quand on parle de démocratie et qu'on tente de la traduire en Wolof, on aura tendance à aller chercher un mot qui se rapprocherait de démocratie en Wolof, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Ce dont on a besoin, c'est plutôt de la décrire, cette démocratie-là, à travers notre vécu de tous les jours, à travers nos pratiques de tous les jours. Et donc, penser la démocratie dans les langues africaines, ce serait réaffirmer la capacité des sociétés africaines à produire leur propre catégorie d'analyse. Et donc, nous questionnons ici comment les traditions narratives africaines participent à la formation des valeurs démocratiques avant l'émergence des institutions modernes. Ce qui veut dire qu'on n'exclut pas du tout les institutions modernes. Et donc, pour répondre à cette question, 3 axes me paraissent importants ici. Rapidement, la parole comme fondement ontologique du politique, palabre, consensus, légitimité morale, la transmission comme fabrication du citoyen avant l'État, socialisation politique, responsabilité, bien commun, les contes comme production de théories politiques, épistémologie africaine, décentrement du savoir. Et c'est un déplacement du regard qu'on avait évoqué dès l'entame de notre propos. Donc la parole, fondement ontologique du politique. On va voir que la palabre, comme technologie délibérative,
je dis bien technologie délibérative, et fondement éthique de la légitimité, permet de souligner que dans de nombreuses sociétés africaines, si ce n'est toutes, la parole ne constitue pas un simple moyen d'expression. Elle fonctionne comme une institution sociale et politique. Elle structure les hiérarchies, elle régule les conflits, elle participe à la production de la légitimité. Et cette centralité de la parole invite à penser la palabre comme une véritable technologie délibérative. Technologie délibérative qu'on va mettre en rapport avec l'espace public. En évoquant Hannah Arendt, on aurait pu aussi évoquer Habermas, qui nous disent que finalement la politique naît de l'espace entre les hommes, on oublie les femmes, mais entre les hommes et les femmes, lorsqu'ils parlent et agissent ensemble. Et l'espace public devient lieu de délibération rationnelle. Sauf que la palabre est aussi lieu de délibération. La palabre peut être interprétée comme une forme ancienne, mais aussi située d'espace public. Elle organise la temporalité de la décision, permet l'expression des désaccords, mais aussi vise la recherche du consensus afin d'éviter la rupture du lien social. Et très souvent, on ne met pas l'accent sur cela, mais la palabre n'était pas seulement dédiée à une catégorie de personnes. Ça veut dire que ce n'était pas seulement dédié aux hommes ou seulement dédié aux femmes ou aux hommes d'un certain âge ou aux femmes d'un certain âge. La palabre était ouverte. Et cette fonction apparaît d'autant plus cruciale dans des contextes contemporains, aujourd'hui, où la fragmentation du lien collectif devient un enjeu social, mais aussi un enjeu central. On parle très souvent de fragmentation collective ou du lien collectif, alors qu'on sait qu'au préalable, on avait ce qu'on appelait la palabre et qui cherchait justement à maintenir le lien social. Et donc, c'est une fenêtre ouverte afin de nous dire, mais est-ce que cette palabre-là, aujourd'hui, ne peut pas être repensée, modernisée, mais pour jouer toujours le même rôle qu'il avait dans le temps? Et donc, puisque on va bien noter le fait que dans plusieurs traditions aussi africaines, la décision ne repose pas sur la majorité arithmétique. Donc, on ne parlera pas de majorité, de majorité absolue, etc. La décision va reposer sur la recherche d'un consensus. Et il ne s'agit pas d'effacer les divergences, mais de préserver l'harmonie sociale. Et je vais revenir sur un conte, par exemple le conte de Fabé, le Tiapacholi, qui est un extrait un des contes de l'ouvrage. Fabé le Tiapacholi, Tiapacholi est un mot en wolof, illustre cette logique. C'est-à-dire que l'enfant ne s'impose pas par la force. Il va chercher à convaincre, organiser la solidarité autour de lui, mais aussi à obtenir la reconnaissance collective. La légitimité émerge ainsi de l'adhésion communautaire. Je vais revenir sur Fabé, le Tiapacholi. Je disais que Tiapacholi, c'est un mot en wolof. Ici, en l'occurrence, dans ce conte, Fabé était un enfant unique, dont on se moquait en fait de ses parents du fait qu'ils ne pouvaient pas avoir d'autres enfants. Et donc, tout le village se moquait de ses parents en disant que, bon, au moment où d'autres avaient des filles, des garçons qui pouvaient aller chercher du bois, aller chercher de l'eau, eux, ils n'avaient qu'un enfant qui était plus ou moins chétif. Sauf que Tiapacholi, en wolof, veut dire oiseau. Et il s'agit d'un oiseau très rare. Oiseau très rare qui arrive en fait à faire communier les gens. Et c'est ce rôle-là que Fabé a joué dans ce conte-là, en disant, lorsqu'il s'est agi d'un incendie qui avait pris tout le village, qu'il arrive à leur dire, attendez, trouvons une solution.
Bon, au début, effectivement, les gens se disaient, ben, il est petit et puis c'est le jeune Fabé, quoi. Celui qui n'a pas de frère, pas de sœur. Mais à la fin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, il est arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas à s'imposer par la force, mais à convaincre par le biais de l'argument, par le biais du sens de sa parole. Et donc, il devient ce Tiapachoui, finalement, cet oiseau rare. Ensuite, il y a le conte de la foi au Jolof, qui prolonge cette réflexion, c'est-à-dire l'enfant, un autre enfant ici, qui apporte un parapluie à la prière et qui est d'abord moqué, puis reconnu lorsque la pluie survient. Là, il ne s'agissait plus d'un incendie, mais c'était une période, en fait, où il n'y avait pas de pluie, de sécheresse. C'est une période de sécheresse. Et c'est un enfant aussi qui trouve la solution. Qui trouve la solution après l'avoir cherché, bien entendu, après être allé chercher celle-ci. Et ce récit va renverser, les deux d'ailleurs, vont renverser la hiérarchie classique à laquelle on pense très souvent, c'est-à-dire l'âge. En réalité, même si on dit, Mamadou Diouf, que j'ai cité tout à l'heure, n'y croit pas trop, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Il nous dit encore faudrait-il que ce vieillard soit sage et ce vieillard ait été celui qui est allé chercher le savoir. Parce qu'une personne, peu importe son âge, s'il n'est pas capable d'aller chercher le savoir, ne peut pas constituer une bibliothèque. Et je rejoins parfaitement Mamadou Diouf dans ce qu'il nous dit. Donc l'âge ne fonde pas l'autorité finalement. C'est la compétence morale. La compétence morale qui n'échappe pas forcément ou qui ne peut pas forcément échapper à un enfant, parce que du simple fait qu'il soit enfant. Et il y a des proverbes wolof, et je pense aussi que dans d'autres sociétés africaines, il y a des proverbes qui peuvent le dire. En wolof, et je vais le dire en wolof, on nous dit « Khale bu loxom sete, muna bok akimak ». Je vais traduire après. Ou bien on nous dit Puso bu réer xale mun na ko for, magit mun na ko for. Littéralement, cela veut dire que un enfant qui a les mains propres peut s'asseoir autour du même bol que des adultes. Littéralement. Et puis, le deuxième, une aiguille perdue peut être ramassée aussi bien par un adulte que par un enfant. Encore faudrait-il que les deux, je dis bien que les deux, aient cette compétence morale qui fonde le fait qu'ils puissent ramasser l'aiguille ou qu'ils puissent aussi partager un bol ensemble. Et donc, dans la démocratie libérale maintenant, la légitimité va découler de la procédure électorale, alors que, à l'inverse, ces récits suggèrent qu'elle repose d'abord sur la vertu. Et je vais citer John Beatty. John Beatty va rappeler que la personne est parce que nous sommes. Je vais y revenir avec le Ubuntu tout à l'heure. Au moment où Axel Honneth, de l'école de Francfort, montre que la reconnaissance constitue le socle de l'intégration sociale. Donc la démocratie procédurale, comme le connaissent les juristes comme Richard, interroge la désignation des gouvernants au moment où la démocratie éthique interroge leur mérite. Et donc, les contes rappellent que la justice précède la légalité. D'où le deuxième point, transmission, fabriquer le citoyen avant l'État. Donc, dans la tradition occidentale, les institutions démocratiques reposent d'abord sur les mœurs. Ça nous fait penser à Alexis de Tocqueville. Donc, la démocratie n'est pas uniquement une architecture constitutionnelle. Elle est une culture politique incarnée. Elle suppose des dispositions morales pour nous autres, des habitudes relationnelles parce qu'on pense au commun, au collectif, mais aussi à des normes sociales qui rendent possible la vie collective.
on ne parlera pas forcément de l'individu. Et donc, dans de nombreuses sociétés, cette culture politique ne s'est pas historiquement constituée dans l'école ou dans l'État moderne, mais dans ces espaces diffus de socialisation. Et quand j'ai dit société ici, je n'ai pas dit africaine, parce qu'on retrouve aussi cette diversité et le fait que cette culture politique puisse exister en dehors de l'école, en dehors de l'État moderne, dans des sociétés aussi amérindiennes dans le temps. Et donc, cela veut dire que la famille élargie, les rites que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi les proverbes, j'en ai sorti 2 en Wolof, les récits, les veillées, des pratiques de palabres continues ont été à l'origine de cette pratique démocratique. Autrement dit, la formation du citoyen va précéder historiquement l'apparition de l'État, qui va nous venir, bien entendu, par le cheminement historico-politique qu'on connaît. Donc, la socialisation politique diffuse et philosophie du collectif est importante dans une démocratie africaine. Donc, dans L'Enfant noir, je rappelle, ça a été le deuxième roman que j'ai lu étant enfant, après De Tilène au plateau de Nafissatou Diallo. Donc, L'Enfant noir de Kamara Lai va décrire un fait que moi, j'ai vécu, ayant été élevée par ma grand-mère. Donc, L'Enfant noir décrit une enfance où l'éducation dépasse la cellule familiale. On n'est pas l'enfant de tel. On dépend d'une responsabilité collective. L'éducation de l'enfant, en fait, incombe à cette collectivité, incombe à cette communauté. Et c'est ce qui pouvait faire, justement, qu'on ait des enfants avec un certain degré de moralité et qu'on puisse aussi parler de cet enfant qui puisse, au même titre que l'adulte, retrouver une aiguille perdue en Wolof. Donc, cette observation rejoint une intuition majeure de la philosophie africaine. L'individu est fondamentalement relationnel. Donc, la philosophie Ubuntu, j'en parlais tout à l'heure, résume cette ontologie relationnelle par la formule que vous connaissez tous, toutes, « je suis parce que nous sommes ». Donc, l'individu n'existe qu'à travers la communauté, sa communauté. Et cette anthropologie relationnelle constitue une base normative fondamentale. La vie sociale repose sur la responsabilité mutuelle. Et les contes de vieilles africaines participent de cette pédagogie politique diffuse. Ils transmettent des règles du vivre ensemble qu'on connaît tous et toutes, sans passer par la formalisation juridique. Ils enseignent la solidarité comme impératif moral, la justice comme équilibre social, la responsabilité comme devoir collectif, la dignité comme valeur centrale, l'écoute, le sens de l'écoute, comme condition de l'autorité, mais aussi le compromis comme technique de paix. Et je me demande avec tout ça, si on n'a pas la démocratie, je pense bien que nous n'en serons pas loin. Donc nous sommes ici face à une citoyenneté morale qui précède la citoyenneté juridique. Citoyenneté et nation dont les riches et autres nous ont parlé en termes de nation. Donc la citoyenneté juridique est précédée par la citoyenneté morale. Les proverbes africains jouent un rôle aussi central dans cette transmission. Donc transmission, on parle beaucoup d'héritage, de transmission, de la grand-mère, du grand-père, de l'aïeul à la descendance. Et donc, ils constituent de véritables micro-théories du politique qui mériteraient aussi que la recherche aujourd'hui africaniste s'y penche. Donc, quelques exemples suffisent à illustrer cette densité normative. Des proverbes aussi. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. L'arbre ne se redresse pas sans la forêt.
celui qui écoute construit la paix, etc., etc. Mais on peut aussi dire que la parole est comme l'œuf, une fois brisée, elle ne se ramasse pas. Et donc, ces proverbes condensent une vision du monde où la prudence, la retenue, la coopération et la responsabilité collective sont érigés en principes politiques. Et je dis bien en principes politiques. Ils fonctionnent comme des normes sociales incorporées, pour reprendre la terminologie bourdieusienne. Donc, la veillée devient ainsi un champ de socialisation politique où se fabrique le citoyen avant même l'existence de la citoyenneté formelle que j'ai citée tout à l'heure. Et la transmission ne concerne pas uniquement les relations humaines, elle concerne aussi le rapport à l'altérité et à la différence. Et la palabre repose sur une éthique du respect. Donc, respect de la parole d'autrui. Quand on est tout autour de la parole, de la palabre, rappelons-nous de cela, on ne doute point de la parole d'autrui. Le respect des anciens, très important, le droit d'aînesse. Le respect des catégories. Et quand je dis catégories, je vais m'arrêter là-dessus, avec notamment les enfants, mais pas que, les femmes. Et on pourrait ici nous arrêter à 1236. Tout n'était pas parfait, hein? Mais au moins il y avait des prémices. Pensez à l'enfant, pensez à la femme. Et je dis bien encore une fois, tout n'était pas tout blanc, tout n'était pas tout correct. Et quand je dis 1236, je pense à la charte du Kouroukan-Fouga, la charte du Mandé. Mais pas que c'est pas seulement ces catégories-là. Il y a aussi les catégories non humaines, c'est-à-dire la nature, l'espace, l'environnement, la préservation de tout ce qui est non humain était essentiel. Et enfin, il y avait le respect du temps long de la décision. Le temps long de la décision pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir discuter afin de trouver le consensus, mais surtout afin de ne pas se tromper d'occurrence. Et cette éthique rejoint les réflexions sur reconnaître l'autre, accepter sa parole comme légitime. C'est pas parce que je vis la démocratie d'une certaine manière que je devrais méconnaître ou ne pas respecter comment la démocratie peut être entendue, écrite, théorisée, pratiquée ailleurs, autrement. Et je disais bien, cette éthique va rejoindre les réflexions sur reconnaître l'autre. Il y a cette reconnaissance-là, pour revenir à Axel Honneth que j'ai cité tout à l'heure. Donc, dans les traditions africaines, finalement, le conflit n'est pas conçu comme une anomalie. C'est un peu, pour titiller un peu l'internationaliste Marie Boca qui est là, je pense, les réalistes. Donc, finalement, le conflit n'est pas une anomalie, c'est quelque chose de très normal. Il est perçu, par contre, comme une réalité qu'il faut civiliser par la parole et par les actes. Donc, les proverbes jouent ce rôle régulateur essentiel. La parole qui guérit est meilleure que la parole qui gagne. La vérité n'appartient à personne seul, etc. Ces formules vont condenser une philosophie, mais une philosophie dialogique du politique. De même, l'environnement, les biens communs, j'en ai parlé tout à l'heure, et la responsabilité intergénérationnelle devient aussi important. Et quand je pense à l'environnement, j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, s'agissant du développement durable. Je mettrai un point sur deux contes. Je disais, si le temps me le permet, j'en lirai un pour vous, c'est la sororité du baobab. Et puis l'autre, c'est Garap, qui veut dire l'arbre en Wolof. Mais qui ne veut pas dire seulement arbre en Wolof, ça veut dire aussi médicament en Wolof. Garap. Donc, introduisent une dimension particulièrement contemporaine
avec la gouvernance environnementale. La nature y est pensée comme bien commun. L'arbre n'est pas une ressource individuelle. Ça veut juste dire qu'il est une responsabilité collective. Bien que je puisse avoir mon citronnier chez moi, ce citronnier ne m'appartient pas à moi seul. Au-delà de la famille élargie, c'est aussi un bien collectif, puisque après moi, après ma famille, c'est à une génération d'en bénéficier. Donc, je me dois de m'occuper de ce citronnier pour que la génération d'après puisse en bénéficier, mais la génération aussi d'après doit faire de même. Cette vision va rejoindre les travaux d'Elinor Ostrom sur la gestion collective des biens communs. Elle atteint aussi l'action de Feu Wareganesek, d'ailleurs, à qui j'ai rendu hommage, de même que Wangari Maathai, dans cette sororité du Baobab. Wareganesek, c'était une femme très engagée côté environnement, développement durable au Sénégal et qui nous a malheureusement quittés, comme Wangari Maathai aussi, prix Nobel de la paix avec The Green Belt Movement, qui a articulé écologie, citoyenneté et mobilisation communautaire. Je parlais tout à l'heure des catégories. La catégorie femme est importante et centrale dans cette démocratie africaine. Et donc, dans ces récits, protéger la nature signifie protéger la communauté, protéger la mémoire, protéger aussi les générations futures, comme je viens de le décrire avec le citronnier. On aurait pu parler d'un autre arbre. Et d'ailleurs, en parlant de palabre, quand on ne s'occupe pas de l'arbre, on ne pourrait pas avoir d'arbre à palabre. On ne pourrait pas palabrer. Nous retrouvons aussi ici une conception profondément intergénérationnelle du politique. La démocratie ne concerne pas seulement les vivants, je l'ai dit tout à l'heure. Elle concerne tous ceux qui ne sont pas encore nés. Elle concerne aussi tous ceux qui ne sont pas humains, mais aussi tous ceux qui sont humains. Il s'agit de justice intergénérationnelle, mais aussi de justice intercatégorielle. Amartya Sen parlera de responsabilité politique qui va dépasser le présent. Et là, j'arrive à mon troisième point, veilles africaines et épistémologies africaines. Les études postcoloniales, j'ai cité tout à l'heure 3 auteurs, Achille Mbembe, Poulain Otunji, Mudimbe, décoloniales aussi nous invitent à interroger les conditions historiques de production de savoir sur l'Afrique. Je parlais tout à l'heure de ces auteurs-là. Et Mudimbe, par exemple, a montré dans l'invention de l'Afrique que le continent a longtemps été constitué d'objets discursifs. Objets discursifs par les cadres intellectuels occidentaux. Mais quand on voit les contes qui sont des dispositifs de pensée qui proposent implicitement une théorie du consensus, une théorie du leadership moral, une théorie de la reconnaissance, une théorie de la transmission, une théorie des biens communs et enfin une théorie du temps long, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut repenser ou même se dire, finalement, la théorie politique n'est pas forcément que libérale, marxiste, etc. Elle peut aussi venir de tout ce que je viens de citer. Autrement dit, ils produisent de la théorie politique qu'on est longtemps allé chercher ailleurs. Et la veillée peut ainsi aussi être pensée comme un laboratoire du politique, puisque beaucoup de choses s'y disent quand même. Un espace où la société se raconte, se pense, se juge, j'avais dit au départ, mais aussi se régule. C'est vraiment l'espace public. Un espace où se construisent les catégories du vivre ensemble. Un espace où se transmettent les normes du gouvernement des hommes et des femmes, je l'ai ajouté, tout âge confondu. Et donc, la démocratie africaine, ou la démocratie en Afrique, c'est différent, apparaît dès lors non comme une importation, mais comme une histoire longue de pratiques délibératives, narratives et surtout morales, avec tout ce qu'on a cité. Et là, je vais aller crescendo dans ma conclusion.
puisque je pense que le temps nous est compté. En nous proposant de réécouter, parce que c'est une question de réécoute de la démocratie. On n'exclut pas ce qu'on a, c'est-à-dire cette démocratie procédurale à laquelle on est habitué. On propose de la repenser. On ne parle pas de la démocratie africaine de façon lisse, en disant que tout était bon, tout était OK. Non, on propose encore une fois une repensée. Et donc, de revenir à la question initiale, ma question de départ, provocatrice. Où commence la démocratie africaine? Je pense qu'après ce parcours, il y a une première réponse qui peut se dessiner. Elle ne commence pas, en tout cas, là où nous avons cru longtemps la voir commencer. Pas du tout. Elle ne commence pas uniquement avec les constitutions, et je dis bien uniquement avec les constitutions, les élections, les institutions modernes. Elle ne commence pas non plus avec la formalisation juridique du pouvoir. Elle ne commence pas avec la greffe institutionnelle, qui d'ailleurs s'est souvent soldée par des succès et des insuccès. Pour ne pas citer le professeur Babacar Gaye, succès et insuccès de cette greffe-là, issue des transitions démocratiques des années 1990. Je pense qu'elle commence bien plus tôt. Ça, c'est mon avis. On peut la partager ou pas. Elle commence dans des pratiques sociales, morales, narratives, qui ont longtemps échappé au regard de la théorie politique classique. Échappé, exprès ou pas, mais en tout cas, on peut utiliser échapper au regard de la théorie politique classique. Elle commence dans la palabre, dans le proverbe, dans les citations, dans la veillée, dans la transmission intergénérationnelle. Mais surtout, elle commence dans la reconnaissance mutuelle avant d'être codifiée dans la loi. Autrement dit, ce que nous avons tenté, nous, de montrer pendant ces quelques minutes, c'est que la démocratie africaine n'est pas une importation tardive. Elle est une formalisation récente d'expériences politiques plus anciennes. C'est-à-dire que tout ce qui avait été en praxis dans le départ, depuis le départ, quand on peut le dire, on a parlé de cette période néolithique, on peut aussi passer par le XIIIe siècle, etc., a été formalisé par une culture démocratique externe, occidentale, qui aujourd'hui devrait constituer une sorte d'hybridité. Mais encore une fois, je l'ai dit, tant que cette hybridité-là n'est pas conciliée, discutée, normée, on risque d'être entre succès et insuccès. Et donc, pendant des décennies, la démocratie africaine a été évaluée à l'aune de sa conformité à un modèle institutionnel donné. Élections régulières, alternance, séparation des pouvoirs, état de droit. Et c'est pour cette raison, sans doute, qu'on parle du Sénégal comme étant une vitrine démocratique, alors qu'intérieurement, on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ces choses-là, je pense, pourraient être rediscutées à travers encore cette dimension dialogique. Et ce cadre demeure indispensable. Mais il est insuffisant car il suppose que la démocratie est d'abord un régime juridique. Les institutions reposent sur les mœurs. J'en ai parlé tout à l'heure avec Tocqueville. Elle ne peut se maintenir sans une visée éthique partagée, bien entendu. Et donc, la démocratie africaine ne peut donc être comprise sans ses soubassements culturels. Elle n'est pas seulement une architecture. Elle est bien plus profonde que cela. Elle est une anthropologie morale. Réécouter la démocratie, c'est ainsi accepter de reconnaître que les contes, les proverbes, les veillées, entre autres choses, constituent des archives politiques. Des archives qu'il faut de temps en temps aller fouiller, aller visiter. Il ne s'agit pas de vestiges folkloriques, loin de là. Ce sont des dispositifs normatifs qui peuvent nous permettre de penser et de repenser la démocratie africaine. Ils enseignent sur la centralité du collectif.
Ils enseignent sur la valeur de la parole. Ils enseignent sur la primauté de la justice sur la force. Ils enseignent sur la responsabilité envers les générations futures et ce que nous avons traduit en nos temps par développement durable. J'en ai parlé tout à l'heure avec les Warega Dasek, Wangari Maathai, etc., etc. Et donc, il est bien possible de concilier les deux. Et quand je parlais tout à l'heure de primauté de la justice sur la force, de la valeur de la parole, ça me permet de penser justement au secret aussi, au secret qui englobe finalement l'administration. C'est juste un exemple pour illustrer. Quand on parle très souvent de l'administration, de la bureaucratie, le secret est central. Sauf que le secret était aussi central dans ces parlements africains où des hommes se réunissaient et à travers, par exemple, le crachat, le simple fait de creuser un trou, de cracher dedans et de le refermer, on arrivait à se dire, ben, on garde le secret. Aussi longtemps que ce trou sera fermé, le secret sera gardé. Aujourd'hui, on revient très souvent sur le secret administratif, le secret dans l'administration pour nous, politistes. On a des prédispositions qui nous permettent de le penser, de le repenser, même à l'aune aujourd'hui des nouvelles technologies, même à l'aune aujourd'hui de l'IA, etc., etc. Et donc, il participe à fabriquer des dispositions démocratiques avant même l'existence de la démocratie institutionnelle. Donc, à distinguer deux niveaux souvent confondus. La démocratie procédurale qui répond à la question, je l'ai dit tout à l'heure, comment désigner les gouvernants, mais aussi la démocratie éthique qui répond à une question, qu'est-ce qui rend légitime l'exercice du pouvoir? À vous de voir maintenant si les deux questions que je viens de ressortir, comment désigner les gouvernants, qu'est-ce qui rend légitime l'exercice du pouvoir, se complètent, s'opposent, ou si l'un est plus fondamental que l'autre. En tout cas, dans un contexte contemporain, marqué par la polarisation, la fragmentation, la défiance institutionnelle, qu'on voit même dans des espaces qu'on croyait démocratiques par essence, les États-Unis par exemple, cette leçon n'est pas archaïque. Elle est une actualité brûlante. La consolidation démocratique, on en parlait pour l'Afrique, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut la reposer pour tout l'univers, pour le monde en général. Et donc, elle ne peut reposer uniquement sur l'ingénierie constitutionnelle. Elle suppose une articulation plus fine entre institutions modernes et culture politique endogène. Cela ne signifie pas, plutôt, idéaliser le passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le passé n'est pas idéal. Celui-ci a ses failles. Et je pense qu'on nous en a montré quand même assez de failles. Cela signifie tout simplement reconnaître que la durabilité démocratique dépend d'un ancrage culturel profond. Les contes veillées africaines nous a tenté en tout cas de rappeler que la démocratie ne se limite pas à un dispositif électoral. Elle est une manière d'habiter le monde ensemble, avec des pratiques du respect, de l'éthique et de la responsabilité, avec la pratique aussi de la reconnaissance des autres et de toutes les catégories, femmes, enfants, vieillards, etc. Et une reconnaissance de l'interdépendance entre l'homme, la femme et l'espace qu'ils habitent. Et réécouter donc la démocratie, je parlais de réécoute, c'est accepter de décentrer nos catégories, nos formes de pensée. C'est reconnaître que la théorie politique peut émerger des récits et de la philosophie de nos imaginaires africains. Et d'ailleurs, la démocratie africaine n'est pas une copie inachevée. Elle est une trajectoire singulière, enracinée dans des pratiques anciennes, reformulée dans des institutions modernes. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut aussi reformuler la question initiale, qui était la question provocatrice. La démocratie africaine ne commence pas quelque part dans le passé. Pour ne pas penser à
à l'ouvrage de Moïse Finlay, La démocratie antique, la démocratie moderne. Elle commence chaque fois qu'une communauté se rassemble pour délibérer, reconnaître la dignité de chacun, protéger le bien commun, transmettre aux générations suivantes le souci du collectif avant d'être écrite dans les constitutions, avant d'être racontée, avant d'être, légitimée ou légalisée. La démocratie est légitimée et racontée. Donc, mesdames, messieurs, Guy, Richard, je vous remercie de votre écoute attentive et vous laisse avec cette conviction profonde. Avant d'être proclamée dans les textes, elle a été pratiquée dans la parole et peut-être est-ce là l'enjeu le plus important aujourd'hui pour notre présent, non pas importer la démocratie, mais la réécouter avec distance, la réécouter avec mesure, la réécouter avec envie pour continuer à la construire. Je voulais vous lire un extrait de La sororité des gardiennes de la Terre, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Donc, je vais m'arrêter là et je redonne la parole à Richard ou à Guy. Je vous remercie. Richard, Guy, vous êtes là? Et évidemment, Astou, nous sommes là. Je pense que Guy va certainement reprendre la parole avant de faire un petit commentaire de ta danse et extrêmement enrichissante et envoûtante présentation. Donc, je laisse la parole à Guy. Alors, Astou, mes maîtres m'ont toujours appris à ne pas donner des qualificatifs aux interventions des aînés. Mais avec ta permission, je me permets de te féliciter pour cette brillante intervention autour de Veillée africaine. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le lien, comment tu arrives à partir des comptes que tu nous donnes à travers Veillée africaine, à l'adapter à la politique, à réussir à le retranscrire. Et franchement, c'était incroyablement super. Mon rôle ce soir est purement technique, malheureusement, ou heureusement pour moi. Je vais m'assurer donc d'identifier parmi les participants lors de la phase des échanges les personnes qui lèveront la main et d'ouvrir carrément le micro et de permettre les échanges. Mais bien avant, je donnerai la parole au docteur Richard si jamais il a une synthèse ou un mot à dire sur ta conférence avant qu'on ne passe à la phase des échanges. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Guy. J'ai écouté Astou avec ferveur, en réalité, avec beaucoup d'excitation, parce que je me retrouve
pour ainsi dire, dans la présentation que Astou vient de faire. Astou est parti d'une question extrêmement provocatrice, comme elle-même elle a dit à l'entrée de son propos, où commence la démocratie en Afrique. Est-ce que la démocratie commence globalement avec l'institutionnalisation de l'État de type occidental, ou on peut retrouver dans l'archive africaine un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'institutions qui peuvent plaider pour l'idée d'une antériorité de l'expérience démocratique sur le continent. Elle est partie justement d'une pluralité de pratiques que l'on peut retrouver dans la longue histoire de la civilisation africaine, les chants, la palabre, les rites, les mythes, les odyssées, les utopies, qui sont en réalité un certain nombre de fragments qui, lorsqu'ils sont analysés et qu'on a pris le parti de les analyser, permettent de renseigner sur une histoire en réalité de la compréhension de la société, du vivre ensemble différent, dans lequel effectivement l'antagonisme est domestiqué, mais pas ignoré pour le bien de l'ensemble du collectif. Elle s'interroge sur le lieu à partir duquel l'on situe le début de l'expérience démocratique et le lieu à partir duquel on peut juger aussi, en termes de référentiel, l'état de la démocratie sur le continent. Après un certain nombre de considérations, elle estime que la base sur laquelle la grande archive ou les grands travaux en matière de démocratie, elle est revenue sur une pluralité de travaux de sciences politiques, de droit, cette énorme doctrine qui a réfléchi depuis les grands mouvements de démocratisation du continent ont interrogé l'état de la démocratie sur le continent. Cette base-là est tronquée parce qu'en réalité, l'expérience démocratique sur le continent est généralement située à partir du moment de l'institutionnalisation de l'État du type occidental. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très intéressé lorsqu'elle fait une référence à Habermas, qui a produit une somme intéressante dans le rapport entre démocratie et droit. Elle montre très bien que la plupart des réflexions sur le continent se sont situées dans ce sillage-là, dans le lien entre État et démocratie. Faisons donc du lieu de départ de la démocratie le moment d'institutionnalisation de l'État. Et donc cette base-là est totalement tronquée et Astou le démontre avec justesse. Cette base-là nie en réalité les expériences endogènes et font le pari ou le choix du primat de la logique juridique sur les autres formes de logique. Et en réalité, on voit très bien que la mise en forme du politique par le droit a pris le pas dans la plupart des réflexions sur la question de la démocratie sur le continent. Et les références que Astou mobilise me parlent et elles sont extrêmement puissantes pour analyser la démocratie à partir de cette puissante archive. Elle fait référence à Mamadou Diouf, elle fait référence à Achille Mbembe, elle fait référence à Badoun Doy, elle fait référence à Valentin Moutibé, elle fait référence à Ngugi wa Thiong'o, elle fait référence à Paulin Mtondi, et il y a bien d'autres en réalité qui ont réfléchi et proposé une forme de décentrement dans la lecture que l'on peut avoir justement de l'expérience démocratique sur le continent. Elle démontre que les sociétés ne se comprennent pas uniquement à travers les formes, c'est-à-dire à travers les institutions, qu'elles soient institutions normes ou institutions organes, mais aussi et surtout, elles se comprennent à la faveur de leurs traditions narratives, de leurs odyssées mémorielles, de leurs palabres, de leurs mythes, de leurs utopies, de leurs rites, de leurs proverbes, qui ont une pluralité de fonctions. Dans son propos, on relève bien que ces différents fragments ont une pluralité de fonctions, les fonctions narratives, des fonctions discursives, des fonctions descriptives et explicatives du réel, des fonctions normatives du social et du commerce politique, des fonctions didactiques, parce que aussi à travers les proverbes, la parole, il y a une forte dimension d'enseignement, d'éducation,
des fonctions de représentation de notre réalité et de notre place dans le monde, des fonctions performatives parce qu'à travers justement des palabres, il y a une direction, il y a une proposition de trajectoire et la dimension culturelle ici remonte finalement à la surface et le lien entre identité et démocratie est renforcé. Sa thèse est que les contes constituent une matrice de valeurs démocratiques africaines. Cette matrice révèle des normes de justice, des valeurs de délibération et de participation, des formes et des modèles de leadership. Pour elle, penser la démocratie, c'est donc penser comment les sociétés africaines se légitiment elles-mêmes à penser leur propre trajectoire et à produire le politique. La démocratie n'est pas qu'une archive, une architecture juridique, c'est aussi et surtout une praxis politique et une expérience humaine. Ce que Astou arrive à démontrer, c'est qu'il y a un angle mort dans la façon dont les intellectuels africains et les intellectuels d'ailleurs analysent la question de la démocratie sur le continent. Et elle touche là du doigt l'un des grands problèmes, l'un des grands mâles en réalité des systèmes démocratiques africains qui sont généralement en errance. Parce qu'avec l'avènement de l'État de type occidental, la greffe de l'État de type occidental sur des structures traditionnelles extrêmement anciennes, il y a eu une sorte d'effacement de ce qui pouvait constituer l'humus véritable à partir duquel on pouvait construire une démocratie véritable. La démocratie donc procédurale s'est enracinée sur le continent. Et aujourd'hui, le modèle tel qu'il apparaît est un modèle malade parce qu'en réalité, il nie la longue histoire politique que Astou a souligné avec beaucoup de dextérité. Une histoire du temps long, parce que la démocratie, comme elle le démontre, la démocratie en Afrique est une histoire du temps long. Une histoire du temps long de formes extrêmement anciennes de pratiques de participation et de délibération, d'expérimentation et d'institutionnalisation du politique qui ont longtemps échappé au regard des théoriciens. La démocratie africaine ne commence pas avec l'institutionnalisation de l'État, avec la codification juridique du pouvoir politique. Et c'est pour ça qu'on peut dire, qu'on peut constater que une bonne partie des États africains ont maille à partir avec la démocratie et qu'une bonne partie de la société africaine ne se retrouve pas dans la forme de démocratie procédurale qui nous est présentée. La démocratie est une architecture morale et nous ne devons pas le perdre de vue. La centralité du collectif apparaît clairement dans les contes dont elle nous a partagé des extraits et elle a partagé des leçons, la centralité du collectif, la sacralité de la justice, la primauté du consensus sur la force sont autant de leçons, sont autant de vertus, sont autant de principes que l'on peut tirer des palabres africaines, que l'on peut tirer des contes africains. Pour finir, je suis vraiment admiratif de la façon dont Astou s'est libéré du carcan qui peut être parfois limitant de la science politique pour rentrer dans la logique de la technique du conte ou de la palabre qui lui donne plus de liberté, plus de marge de manœuvre pour faire ressortir vraiment cette riche archive africaine qui permet de relire le politique sur le continent d'une façon très originale. J'ai été vraiment subjugué de la façon dont elle est entrée dans cette riche archive pour tirer des leçons, et pour construire des catégories épistémologiques. Vraiment, félicitations Astou. Le texte que tu as proposé rentre vraiment en phase avec les préoccupations de la Fondation. Tu sais que le parti pris de la Fondation est de penser la démocratie substantive parce que le professeur Achille Bébé et l'ensemble du conseil d'administration et de l'équipe sont partis du constat de l'échec de cette démocratie procédurale. Tu as démontré l'échec de cette démocratie procédurale vraiment avec dextérité, la dextérité de madame la professeure que tu es, et c'est avec beaucoup vraiment de bonheur que nous t'avons écouté. Le projet de fresque de la démocratie qui est conduit depuis la direction générale
a pour ambition de revisiter toute la riche archive que tu as bien voulu nous présenter. Et je parie que la Fondation reviendra bientôt vers toi pour te prier de partager avec nous cette riche archive que tu as exhumée, qui permettrait en réalité d'inventer une démocratie qui soit fidèle à notre histoire, à notre position dans le monde, sans nier en réalité ce que la démocratie peut avoir d'universel. L'enjeu aujourd'hui, et tu l'as dit, c'est comment inventer une démocratie à partir des pratiques anciennes, mais des institutions nouvelles qui puissent prendre en charge ces pratiques dans des formes institutionnelles extrêmement modernes, qui puissent tenir compte des enjeux contemporains. Vraiment, merci beaucoup, Astou. C'est des petits commentaires que je voulais partager à la suite de ton propos, qui m'a beaucoup parlé. J'ai vu comment tu as taclé les juristes et j'étais très content que tu tacles les juristes. Parce que nous avons souvent l'impression que la démocratie a commencé avec la codification de la société politique. On a souvent l'impression qu'on ne peut pas, il n'y a pas eu de forme de démocratie ou de pratique qui puisse être considérée comme des pratiques démocratiques. Nous avons le handicap de lire la démocratie uniquement à partir de l'architecture normative et constitutionnelle, ce qui en réalité nous amène à fermer les yeux sur une partie extrêmement importante qui peut informer les pratiques juridiques contemporaines. Donc, merci pour cet acte, pour cette boutade qui nous renseigne qu'il faut envisager ces choses, ces questions avec ouverture, avec humilité, dans une logique de complexité. Merci infiniment, Astou. Bravo pour ta communication. Nous avons énormément appris. Merci infiniment. Je repasse la parole à Guy. Merci beaucoup, Guy. Merci, Cordo. Merci, Richard. Je ne doute pas donc du choix porté sur ta personne par Astou. Très belle synthèse. Astou, est-ce que tu as un mot à rajouter sur la synthèse de Richard avant que nous passions à la phase des échanges? Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est merci à toi, cher ami. Je vais dire, cher ami, cher frère, Richard, je sais comment c'est bien qui il est pour moi. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de modérer cette conférence. Et ça me ravit davantage parce que je sais que, bon, même si je tacle les juristes, tu ne seras pas du tout mécontent ou fâché. Au contraire, parce que tu n'es pas de ces juristes normativistes, positivistes, tu es bien plus ouvert que tout ça. Donc, merci encore à toi. Merci beaucoup. Merci. C'était merveilleux de t'écouter. Merci beaucoup. Super. Alors, on va maintenant faire la place aux échanges. S'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, vous n'avez juste qu'à lever la main et je vous donne accès à votre micro. Pour lever la main, l'émoticône se trouve juste là-haut, près des participants. Vous levez juste la main, je vous donne accès au micro. Si vous avez des questions pour la professeure Astou. Top. Je pense qu'on a une main levée. Allez-y, édition Maleka. Vous avez la parole. Malaïka. Oui, c'est Angèle Bassolé. Malaïka. OK. Oui. Autant pour moi. Bonjour, merci. Je commence par dire merci. Merci vraiment, ma sœur. Je vais t'appeler ma sœur, tellement je me suis sentie en communion parfaite avec tout ce que tu disais. Permets-moi de te tutoyer. Et bravo, 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 bravo. Je l'ai dit 4 fois 4, c'est le chiffre des femmes. Et merci, c'était vraiment très inspirant. Et en tant que littéraire de formation et de pratique, j'ai bien aimé cette incursion dans les contes. Et j'aimerais bien après entendre ce que tu n'as pas pu raconter, le conte que tu n'as pas pu dire. Je voudrais juste, c'est juste des commentaires à propos de ce qu'Ampateba a dit, à savoir que
quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Passeré Titenga, paix à son âme, qui se trouve être mon oncle, avait répondu directement à Pateba en disant, c'était à Abidjan d'ailleurs, en disant que pour l'Afrique, il est mieux que certains vieillards meurent. Parce que ce n'est pas toujours évidemment des bibliothèques, comme tu as pu le dire. Et aussi, l'autre point, à propos de l'oralité. Bon, je sais qu'il y a des gens, beaucoup d'Africains ont fait carrière là-dessus, mais en réalité, c'est un mythe. L'oralité, c'est-à-dire que dire l'affirmation selon laquelle nos sociétés sont essentiellement orales n'est pas vrai, parce qu'il s'est démontré que l'écriture existait en Afrique avant la colonisation. On a été les premiers, l'Afrique a été le premier à connaître l'écriture. Il y a de la littérature écrite en Amérique et dans la langue que Ngungi wa Thiong'o a utilisée en Afrique du Sud, en Sosa, c'est bien démontré. Et donc, bon, il y a toujours cette tendance coloniale de revenir, de dire oui, on a vous a tout apporté. Césaire le dit, ceux qui n'ont rien inventé. Bon, bref. Donc, ce n'est pas vrai. Il faudrait qu'on reconsidère ça parce que je vois qu'on répète, on a tendance, les Africains, les intellectuels ou les chercheurs africains à s'asseoir et à répéter ça. Il n'y a pas de choses, c'est pas. Il faudrait démonter ça, c'est à déconstruire. Et la dernière chose, à propos de la charte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le professeur Bachir Ndiaye là-dessus, mais j'ai quelque chose que je pourrais partager plus tard inbox. Mais il dit autre chose. Il n'a pas le même enthousiasme que tout le monde à propos de cette fameuse charte. Il la démonte même. Ce serait intéressant d'entendre son point de vue. Donc, un peu, c'est tout. Et encore félicitations à la Fondation pour toutes ces belles initiatives. Si la Fondation n'existait pas, il aurait fallu la créer. Merci beaucoup. Ah, waouh! Top. Merci, madame. Merci pour ce joli compliment à l'endroit de la Fondation. C'est un honneur et un plaisir pour nous de pouvoir vous offrir ces espaces d'échange et de débat. Astou, je te passe la parole. Un commentaire sur ce qui a été dit. Oui, merci Guy. Je voudrais remercier Angèle Bassoulé d'avoir bien voulu partager avec nous ces quelques remarques bien importantes, effectivement. Et j'ai déjà entendu, effectivement, Souleymane Bachir Diagne parler de la charte du Mandé. Et comme je l'ai dit, hein, tout n'était pas lisse, tout n'était pas parfait, hein. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en question, qu'on peut critiquer aussi. Mais il suffit juste de partir de quelque chose et nous dire que ça a été possible. Comme aujourd'hui, toutes les démocraties, et on s'en rend bien compte, j'ai cité tout à l'heure le cas des États-Unis, ne sont pas forcément exempt de reproches. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui est essentiel ici et que j'ai voulu surtout relever dans cette charte du Kurukan-Fuga, c'est le fait déjà qu'on puisse penser à l'environnement, à l'espace, aux catégories différentes. Mais bien entendu, même quand je parle des femmes, quand on lit et qu'on relit bien le statut des femmes dans cette charte-là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir et qu'on peut critiquer aussi. Voilà. Merci en tout cas, Angèle, et ce sera avec plaisir qu'on échangera inbox. Vous m'excuserez, hein, Guy me fait parler à 17h44. Euh, avec la situation de ceux et celles qui font le carême, le ramadan, et on comprend bien, la soif commence à se faire ressentir. Voilà. OK, OK, top. On va pas, on ne t'épuisera pas, c'est sûr. Alors, je vous demanderai de laisser vos questions dans le chat et on trouvera le moyen avec Astou de répondre à toutes vos préoccupations relatives à cette belle conférence. Nous avons été absolument ravis de recevoir la professeure Ndeye Astou Ndiaye à l'occasion de l'ouverture de ce cycle de conférence qui durera toutes les 2 semaines jusqu'au mois d'octobre de l'année. Au passage, le prochain rendez-vous sera avec la professeure Valérie Bédori-Touré du Sénégal. Je dirais que certainement le Sénégal profitera davantage de ce type de champion d'Afrique, c'est sûr. Une prochaine conférence avec Valérie Médori-Touré autour de l'intergénéralisation pédagogique pour les démocraties africaines. La professeure Médori-Touré est docteur en sociologie et à l'université
été absolument ravi de recevoir professeur Astou Ndiaye. Je passe la parole à Richard, peut-être un mot de fin avant que nous nous mettions fin à cette conférence. Oh, juste un mot de gratitude à l'endroit de Astou. Je suis toujours subjugué lorsque un penseur africain s'émancipe un peu de son champ de spécialité pour se risquer dans d'autres styles littéraires et d'autres domaines d'expertise. Et donc, j'étais très heureux. J'avais déjà lu des romans publiés par Astou. Et là, vraiment, je suis enthousiaste de lire l'ensemble des contes qu'elle nous partage. Vraiment, j'étais subjugué par la présentation d'Astou et j'ai été très heureux de la retrouver. J'espère que tout au long de l'année, on aura l'occasion à la Fondation de la revoir parce qu'elle fait partie de la fine fleur intellectuelle du continent qui a accepté d'accompagner la Fondation dans ses différentes initiatives. Et donc, c'est aussi le lieu de lui rendre hommage et de lui dire merci pour son accompagnement bienveillant à l'ensemble des programmes de la Fondation. Mille merci Astou et bonne soirée à toi. Astou, peut-être un mot de fin? Oui, ce sera encore des remerciements à ton égard, Guy, et Ok. surtout t'encourager et te féliciter pour le travail que tu fais au sein de la Fondation. Vraiment, depuis que tu es là, je pense que tu es venu, eh bien, tu es venu nous retrouver dedans, mais jeune et très engagé. Donc, merci et félicitations pour tout le travail que tu fais. Et je t'encourage aussi pour ces cycles. J'espère en tout cas que ce sera encore un succès cette année. En tout cas, ça l'a été l'année dernière et ça va continuer dans la même dynamique. Et je remercie encore une fois mon ami Richard, particulièrement. Et à travers toi, je remercie toute la fondation. Je pense à Jean-Marc aussi, notre frère. Donc, je remercie tout le monde, sans oublier le directeur de cette fondation qui a eu la super idée de penser et puis d'appeler tout autour de lui des gens qui ont pu faire de ce que la fondation est aujourd'hui, c'est-à-dire un succès et puis tout simplement un laboratoire de pensée, de réflexion en ce qui concerne une démocratie substantive. Et je dis à la démocratie substantive et vivement la Fondation. Merci. Merci Astou, merci Richard. À toutes et à tous, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 mars prochain avec la professeure Médori Touré. Merci Astou, merci Richard. À très bientôt. Bonne soirée.